Salut, c'est Damien et vous écoutez l'épisode numéro 20 de Amour, Gloire et Chips. Alors pour les habitués, vous remarquerez que c'est pas Pierre qui est avec moi cette fois-ci, c'est Benjamin. Benjamin, c'est l'un des fondateurs du studio de design Signe du Quotidien à Liège. Il a également rejoint notre petite maison d'édition l'Amical Books dernièrement. Et c'est aussi un des cofondateurs du FIG, notre festival international de graphisme à Liège aussi. Et donc je dis ça parce que depuis peu, plusieurs personnes ont rejoint l'équipe volante autour de Amour, Gloire et Chips. Et donc il y a de fortes chances que vous retrouviez Benjamin et d'autres personnes qu'on vous présentera au fur et à mesure dans nos prochaines productions. Dans cet épisode, on reçoit Pauline Reyre, qui est une artiste française qui vit à Bruxelles. Donc Pauline est photographe, vidéaste, plasticienne. Et on parle de sa pratique de l'art contemporain, on parle de genre, d'argent, on parle d'architecture, de design et plein d'autres choses. C'est un épisode aussi qui est un peu particulier puisqu'on l'a enregistré durant sa résidence aux abattoirs de Baumel à Namur, donc qui a eu lieu en septembre. Et une partie de son travail consiste à donner des nappes à des gens et puis de les récupérer après quelques jours et d'y observer les traces. Alors on s'est dit que c'était une bonne idée d'enregistrer le podcast genre en mode pique-nique. Et on est sur une nappe, au milieu d'une carrière namuroise, et on mange du labné, du houmous, du melon. On a posé le micro au milieu de nous, et donc on entend les oiseaux, on entend les insectes qui passent, on entend aussi des motos, des klaxons, des avions, enfin voilà. Vous verrez, c'est super mignon, et donc on y va. J'aime bien choisir aussi les tissus en fonction des gens. Parce qu'il y en a qui sont un peu plus fins, il y en a qui sont un peu plus épais. Et du coup, j'aime bien donner un drap en fonction du feeling que j'ai avec les gens. Mais ça fait pas partie. Ça me fait. C'est juste pour moi que je fais ça. C'est pas du tout un propos que j'ai dans. Après, ça reste cohérent avec le propos que t'as. Oui, non, bien sûr. C'est parce que moi, je suis très très sensible à ce genre de petits détails. Mais je dis pas aux gens, voilà, j'ai trouvé ça pour toi parce qu'il est comme ça. Je suis pas aussi creepy que ça, mais. Mais du coup oui, parfois je laisse les nominettes parce qu'elles me font rire et que je trouve ça chouette, et j'aime bien l'idée que là il y a eu des corps dedans, les gens ont leur vie, leur intimité dedans, et après ça se retrouve sur une table et les gens mangent dessus. Je trouve ça assez intéressant. Et oui, les nappes on s'en sert plus, les draps plus trop, c'est plein de linge de maison qu'on a complètement oublié. Et c'est vrai que les nappes c'est des choses d'apparat, ça demandait quand même de l'entretien. C'était brodé, c'était ton trousseau. Quand t'étais une fille, tu devais broder tout ton trousseau juste avant ton mariage pour que tu puisses l'avoir et l'utiliser. Mais du coup ta nappe tu l'utilisais pas pour tous les jours, c'est vraiment quand tu recevais des gens. Et t'avais vraiment des occasions spéciales. Enfin, chez ma mère il y a des nappes qui datent de mon arrière-grand-mère qu'elle a encore comme ça et qu'elle sort de temps en temps pour vraiment des événements très particuliers. Et moi j'ai toujours été frustrée par ça en fait. Moi, j'ai envie qu'on utilise des nappes et qu'on s'en fout, c'est juste un truc du quotidien, c'est sympa, et j'ai toujours aimé avoir des petites taches, des petits détails, quelqu'un qui a dessiné dessus et tout ça, et du coup, ça m'a donné envie de me dire, ok, je suis grande, je suis chez moi, je suis adulte, je peux avoir ma propre nappe. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire en sorte que les gens puissent voir vraiment les traces de leur quotidien et se disent pas, putain, c'est une tache. Non, c'est une tache, il s'est passé ça ce jour-là, et ça, c'est cool. Essayer de reconnecter les gens avec des tout petits détails, quoi. Et du coup, c'est intéressant. Parce que quand j'envoie les nappes aux gens, il y a des nappes qui sont complètement crasse-pouille, destroy, où tu vois vraiment, ça correspond assez bien aux personnalités des personnes. Et j'ai déjà apporté des nappes chez des gens qui étaient extrêmement maniaques, et pendant 10 jours, la seule tâche qu'il y a sur cette nappe, c'est moi qui l'ai faite en allant manger chez cette personne. Et tu vois vraiment aussi, l'appartement était hyper nickel, tout nettoyé, etc. Et je me suis rendu compte que c'est pas parce que j'étais là, c'est parce que c'est une personne maniaque qui aime bien que les choses soient propres et nickel. Et j'ai l'impression que même la nappe était plus propre quand je l'ai reçue que quand je l'ai donnée. Et ouais, c'est une sorte un peu de je sais pas si c'est de la socio ou de l'anthropologie ou juste parce que ça me fait marrer, mais ouais, de l'observation en tout cas. Ouais, c'est juste que c'est un objet témoin en fait. Ouais, tout à fait. C'est ça que je trouve intéressant. Et t'es là depuis combien de temps? Je suis arrivée le 1er. Ok. Et je repars le 23. Et je reviens aussi pour 2 semaines en décembre, pour 2 semaines en avril. Normalement, j'étais censée avoir une longue résidence, mais ils ont préféré, avec le Covid, ils ont dû regrouper les résidences. Et comme ça, on split. Et moi, je préfère, comme ça me laisse du temps de travailler sur mes nappes. Parce que là, j'aimerais bien faire des textes autour de ça. Mais je sèche un peu. Donc je suis en train de voir si j'écris des textes comme je fais d'habitude sur Insta justement, ou si là j'ai commencé à récolter des phrases, des conversations que j'ai eues avec les nappes, et je mélange les phrases avec l'idée, c'est de trouver des phrases un peu absurdes qui fassent juste sortir un rire bête aux gens qui lisent la phrase. Ça, j'aime bien ça.
Et surtout, je voudrais pas que les phrases correspondent aux nappes, parce que j'ai pas envie que les gens s'identifient. Et parce que j'ai pas envie qu'il y ait une impression de jugement de valeur ou de dépréciation. Enfin, je veux que ce soit bienveillant, quoi. Déjà que c'est pas évident d'expliquer aux gens que la nappe qu'ils ont accueillie chez eux, qui révèle un peu leur... c'est une image extérieure très, très intime au final. Et donc j'ai pas envie que ce soit mal interprété ou mal vu. L'idée c'est pas de dire, oh regarde, il y a plein de tâches. Et c'est ça aussi qui est très difficile avec la continuité du projet, c'est que comme c'est un autre public à qui je vais m'adresser, c'est aussi principalement des enfants, et enfin des gamins du quartier. J'ai pas envie que les gens s'imaginent que c'est montrer comment l'autre vit en fait, parce que c'est vraiment pas un public que j'ai l'habitude de fréquenter. C'est des personnes issues d'immigration. Moi j'ai pas du tout les outils pour ça, et je veux pas arriver avec mes gros sabots. J'ai envie d'être bienveillante et chouette, et donc c'est assez compliqué parce qu'il y a aussi un public qui est assez précarisé que je trouve intéressant, et j'ai pas envie que ce public précarisé se sente discriminé ou c'est pas ça le but. C'est aussi, comme c'est aussi des personnes issues d'autres pays, t'as d'autres manières de manger, tu manges autrement, tu manges d'autres ingrédients et tout ça, et j'ai pas ces trucs-là sur mes nappes, quoi. C'est vraiment, j'ai des nappes européennes. Enfin, franco-belge, quoi. C'est pas, c'est très chouette. Moi, je trouve ça hyper intéressant, mais je sens que j'arrive à une certaine limite de mon processus, quoi. Parce que ça fait combien de temps que tu fais ce projet des nappes, et donc avec les mêmes personnes et avec les mêmes résultats finalement? 1 an. J'ai commencé en sortant de l'école l'année dernière, parce que j'avais très envie de travailler du textile, mais j'avais pas de métier à tisser, j'avais pas d'atelier, je travaillais beaucoup à la pâtisserie et tout ça, j'avais très envie de faire du textile, et j'ai essayé de me dire comment je pouvais faire avec 0 moyen et faire un truc qui me fasse marrer. Je me suis dit, je vais faire des nappes, c'est marrant, c'est chouette. Et c'est issu de plein de conversations avec plein de gens. C'est aussi, j'ai bossé pour une artiste plasticienne, et nos esthétiques se ressemblent assez fort. On a souvent des idées un peu en décalage, mais ça revient un peu à tes derniers posts, tout ça. Voilà, on a tous plein d'idées similaires. Comment je me la réapproprie et comment je fais pour pas que ce soit du plagiat. Et là, dans le textile, j'ai remarqué qu'il y avait une grosse tendance sur le rideau. Donc, t'as beaucoup de rideaux qui sont faits par des artistes plasticiens, par des collectifs et tout ça, utilisation de l'espace. Et j'avais très envie de faire des rideaux, et je me suis dit, bah non, je vais pas faire des rideaux comme tout le monde, mais ce qui est pas forcément le plus malin dans l'idée. Et j'étais juste dans ma salle à manger, je me suis dit, alors quel textile je peux utiliser de tous les jours? Et je me suis dit, bah une nappe, ça serait trop cool. Et en fait, ça me plaît bien comme idée. Et c'est comme ça que c'est venu. Et j'ai discuté de ça avec quelqu'un, je sais plus qui m'a dit, bah, vas-y, envoie-moi une nappe. Je fais, ok, d'accord, et c'est parti. C'est pas très sérieux. C'est ça l'idée, quoi. Ouais. Et après, je fais souvent des trucs et je justifie après, c'est très instinctif. J'ai pas un propos en me disant, ok, j'ai envie de travailler cette thématique-là, je vais faire comme ça. C'est plutôt, j'ai un instinct, je le fais et j'essaie de trouver une excuse pour valider le truc, quoi. C'est ça, mais de toute façon, à partir du moment où, si tu l'as fait même d'instinct, c'est que même inconsciemment, il y avait une raison pour laquelle tu l'as fait, tu l'as faite, et ça se justifie quand même. Donc, oui, mais j'ai un gros problème de légitimité et un gros problème d'assurance aussi par rapport à ma pratique et tout ça, parce que vraiment je débute. Et donc c'est un peu compliqué, donc je cherche des excuses tout le temps, j'attends d'être rassurée par plein de gens tout le temps. Mais c'est vrai que oui, t'assimiles tellement d'informations, t'as une certaine sensibilité, juste fais et puis tu verras. Ouais. Ça, c'est juste faire. Enfin, c'est un peu le mot de l'année. Il faut juste faire. On s'en fout du résultat, même si c'est tout moche. Enfin, moi j'ai pas envie de mourir en me disant j'aurais aimé faire ça. C'est ça. Je préfère me dire, bah j'ai essayé, c'est à rater, mais j'ai essayé. Oui, parce qu'après quand t'es mort, c'est trop tard. Mais voilà, c'est ça. Ah, on sait pas. Ouais. C'est vrai. On sait pas ce qui nous attend. Peut-être que pas. Avec les puces de Elon Musk et tout ça. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il a fait encore, lui? Moi, je sais pas, il est en train de mettre des puces dans les cochons, non? Ouais. Mais on va pas parler de ça. Non. J'ai pas envie de parler d'Elon Musk. Ouais, ça reste une mauvaise idée. Ouais. De parler d'Elon Musk et des idées de Elon Musk. Et de Musk. mettre des puces dans des cochons. Non, pour les rendre super intelligents, je crois. Ouais, plus intelligents, c'est ça? Ouais, pour que à terme, j'imagine, ils puissent mettre des puces dans les êtres humains. Mais ça, il a le vrai. Bon, on a dit non, on a dit qu'on n'en parlait pas, on n'en parle pas. Oui, mais je voulais lui envoyer une lettre. Je suis en train d'écrire une lettre à ce cher Elon, justement, en lui disant qu'il a envoyé une Tesla dans l'espace et que c'est complètement lui. Et on appelle ça la charge utile. Et du coup, je voulais faire un pied de nez en disant, voilà, j'ai une charge inutile à t'envoyer. Je vais lui envoyer une œuvre d'art que je suis en train de travailler, qui est complètement secrète. Donc, il y aura que lui et moi. Donc, je lui vends l'exclusivité en disant, regarde, c'est une œuvre, il y a que toi et moi qui sachons, comme on dit. Et qu'il envoie dans l'espace cette charge inutile. Donc, je suis en train d'écrire une lettre en anglais, mais c'est très compliqué parce que je suis trop française pour ça. Okay.
Mais voilà, donc je vais lui envoyer un petit brol par la poste, je vais lui envoyer un certificat et tout ça, et je vais voir si cette lettre arrive, parce que il faut payer pour avoir l'adresse postale d'Elon Musk. Ah ouais? Oui. Tu sais, c'est les adresses de stars. Il faut que tu payes $15 par mois. Mais tu payes ça à qui? Je connaissais pas ce truc. Je sais pas, c'est Internet qui m'a dit ça, mais Il y a j'ai pas peut-être cherché des très longtemps. annuaires, tu vois, Ouais. Je vais envoyer ça à son siège social et puis basta, quoi. Ouais. Après, non, il y a bien des relations presse, tout ça, tu les payes pour avoir accès à certaines personnes. Oui, c'est ça. peut-être un peu près pareil, mais... Oui, mais dans quelle mesure c'est pas une arnaque? Tu vois, tu pourrais très bien... Mais c'est ça sentait l'arnaque. Ah La oui, page, c'est tu ça, faisais oui. genre, ouh, et il y en avait plusieurs comme ça, tu fais genre, ouais, ça pue un petit peu. Ah ouais. Mais l'idée, c'est aussi d'envoyer cette lettre à son siège social et voir si ça se perd avec un certificat. Ouais, et puis il doit avoir un mail, c'est d'authenticité. peut-être elon@tesla.com, tu vois. C'est ça. Faut peut-être essayer, tu vois. Tu On commences peut tout par là. tenter. Tu peux commencer par là. Moi, c'est vrai. Mais oui, donc voilà, attends, avant de parler d'Elon, Ouais. on disait quoi? On parlait des nappes. Non, Oui. des nappes. Non, mais moi, juste, la question, c'était vraiment de savoir le processus complet de ces nappes. J'ai compris que tu les envoies, tu sélectionnes des personnes ou des gens à qui tu les Alors, envoyais, puis comment ça se passe exactement et voilà. Alors, je suis une grande fan des petites annonces. Je trouve ça trop cool. Parfois, quand je trouve des journaux gratuits, je lis les petites annonces parce que je les trouve trop chouettes. Ah, c'est marrant parce que j'ai écouté un podcast ce week-end avec Sophie Calle. Sophie. Sophie, tu l'adores. Ah. Et ben, je crois que tout son dernier travail, son dernier livre, c'est que sur les petites annonces. Donc le fait de devoir couper les mots pour Exactement. récupérer de l'espace et tout ça. Mais bref, je t'ai coupé, on parlera de Sophie Calle peut-être après si tu veux. Oui, donc je voulais faire des petites annonces. Finalement, c'est assez cher, en fait. Donc couper des mots pour dire cherche personne pour participer à un projet de nappe et que je suis complètement fauchée, du coup c'était 50 balles et j'avais pas 50 balles pour faire une petite annonce, sachant que c'était période de Covid, sachant que plus personne n'utilise le journal papier, sachant qu'on n'a plus cette habitude là et mais j'étais curieuse de voir qui lisait les petites annonces et qui serait réceptif à ça. Mais bon, donc j'ai pas le budget pour faire ce genre de choses là, donc j'ai dû penser au plus simple et Dieu merci, on a créé Instagram qui est gratuit à peu près, en fonction des algorithmes et tout ça. Et donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai créé une petite annonce en disant que je cherchais des témoins, parce que c'était ce mot-là que j'utilisais, sauf que c'est plutôt participant, c'est plutôt la nappe qui est témoin d'ailleurs. J'ai cherché des participants pour accueillir une nappe chez eux et de juste manger comme ça. Et puis après, je rentrais en contact avec... Enfin, les personnes rentraient en contact, me disaient « Ok, ça m'intéresse, qu'est-ce que tu veux faire ?» et tout ça. Et du coup, là, j'ai des personnes qui me contactent, mais que je connais plus ou moins. C'est pas forcément que des inconnus, mais principalement des gens que je connais pas du tout. Mais c'est vraiment un public, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un public qui est un peu acquis aussi, et voilà, ils savent que je fais des blagues tout le temps, et que je fais des trucs un peu rigolos, donc c'est pas forcément difficile de leur expliquer les tenants et les aboutissants du projet. Et donc du coup, il y a ces petites annonces-là, donc là j'ai les coordonnées des gens, je leur envoie soit par la poste quand je peux, sinon à intermédiaire, sinon à un endroit, je dépose dans un cinéma la semaine prochaine, viens le chercher et tout ça, c'est parce que j'ai pas très envie de rencontrer les gens avant. Et ensuite, on échange des mails ou des messages pour expliquer la marche à suivre, je laisse toujours un petit mot. Là, j'ai filé des masques que j'ai cousus moi-même avec les nappes, en disant voilà. Je n'aime pas coudre, du coup c'est un effort. Et ensuite, avec la marche à suivre, au moins pendant une semaine minimum, ils doivent utiliser la nappe sur la table de la salle à manger où ils prennent d'habitude leur repas. Une semaine, parce qu'il y a au moins la semaine et les week-ends ou un jour off quelque part, parce que je trouve ça aussi intéressant d'avoir vraiment la question du cycle. Une semaine, c'est pas beaucoup, mais les gens sont déjà sympathiques d'accueillir mes nappes, je vais pas leur demander grâce à 3 semaines. Et ensuite, je rencontre les personnes pour la première et la dernière fois au moment où je viens chez eux pour manger et récupérer la nappe. Donc l'idée, c'est vraiment me taper l'incruste chez les gens. Parce que je suis très 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 curieuse et que je trouve ça très chouette et que la question du repas est hyper importante. Je trouve qu'il y a des gens qui négligent cette notion-là, il y a des gens qui trouvent que c'est hyper important, il y a des gens qui oublient de faire des trucs, d'être préparés à bouffer pour les pique-niques. Voilà. Il y a des gens qui vont tout donner pour les repas. Enfin, c'est hyper... c'est hyper significatif, hyper intéressant. Enfin, en soi, c'est pas pour exploiter ça que j'ai envie de... Enfin, c'est juste que ça m'intéresse. Il y a pas vraiment de visée plastique, c'est juste que l'art contemporain me permet de canaliser tout ça. Et ça excuse un peu le truc en disant ouais mais c'est pour de l'art, si on se rend compte et que je viens chez vous, c'est plutôt chouette. Donc c'est un peu... Et aussi j'ai envie de rencontrer des gens tout le temps, je suis une vraie tox des humains, il faut que j'en vois tout le temps. Donc c'est un peu... tout mélanger et faire ça quoi. Et donc après je vais chez les gens et puis après je garde ou pas contact, ça dépend un peu des affinités. Et après voilà, j'écris un petit rapport avec
le menu. Donc j'ai une sorte de livre de cuisine de tout ce qu'on m'a fait à manger. Ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est super. Mais je fais un rapport un peu scientifique, mais un peu en mode punk. Donc je marque juste les dates, la quantité, le nombre de jours, ce qui a été mangé ce soir-là, quel type de personne c'est. Mais je mets pas leurs âges parce que je trouve que les âges je suis pas très à l'aise avec ça. Parce que souvent la première question qu'on me pose c'est comment tu t'appelles, quel âge tu as et en quoi ça te définit ton âge en fait. Donc ça je le fais pas volontairement et parfois les métiers si ça justifie, mais c'est pas forcément nécessaire. Mais voilà, donc un peu je réécris les impressions, ce qui s'est passé, puis c'est tout. Un petit relevé quoi ouais, enfin ça c'est vraiment une méthode quoi. Ouais. Mais je suis très bordélique et je suis pas du tout méthodique, du coup c'est vraiment un gros travail, je me rends compte que je m'éloigne un peu de ce carnet où je suis là, genre c'est pas un plaisir de le faire, donc je sais pas si je continue cette méthode-là. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu contre nature par rapport à mon travail, mais après il faut aussi apprendre à se mettre une discipline, hein, c'est important aussi, je dis pas. Et du coup, là, j'écris des textes en parallèle. Donc, est-ce que je laisse de côté ce carnet de recherche et de relevé, peut-être à côté pour l'exposition? Est-ce que je l'inclus dans l'expo? Mais je trouve que j'en discutais avec une des filles qui m'a reçue cette semaine. Enfin, moi, j'ai peur. Elle m'a souligné ça que, au final, avoir un rapport détaillé du repas ou de ce qui a été mangé, ça guide trop le regard du spectateur, en fait. Ouais. Et ça, je trouve ça hyper pertinent en fait, parce que elle s'est posée en tant que spectateur et en tant que personne qui avait produit la nappe avec moi, et je trouve ça assez chouette ce point de vue-là que j'avais pas vu. Et oui, en fait, j'aimerais que ce soit juste abstrait, immersif et que tu regardes juste des tâches et qu'il y ait des nappes sonores. C'est juste ça le délire. Et tu vois ce que tu veux, c'est juste reconsidérer la nappe, reconsidérer l'objet du quotidien. Est-ce que on peut faire de l'art avec un objet aussi trivial qu'une nappe sale, quoi? C'est juste ça, reconsidérer aussi le matériau. Et moi, ce qui m'a le plus déprimé dans ma vie, ça a été les nappes en toile cirée, quoi. Enfin, c'est toujours la même. Et tu nettoies, il s'est jamais rien passé dessus, quoi. Et moi, je trouve ça très triste. C'est super pratique, hein. Ou le film plastique transparent sur la belle nappe. Il y a une belle nappe, mais on la protège. Mais tu peux pas te toucher. C'est ça qui est super frustrant. Comment ça s'appelle? C'est un nom? Je crois, le plastique transparent que tu mets sur la nappe, ça porte un nom, mais j'ai oublié. Si je le retrouve, je le mets dans les notes. Un couvre-nappe. Un couvre-nappe. Mais attends, donc tu disais donc faire d'une nappe une œuvre d'art. Donc d'une nappe sale une œuvre d'art. Forcément, ça me fait penser au ready-made du champ, tout ça qui prend voilà. Et tu me disais aussi que tu fais toi-même des ready-made. Oui. Et tu déterres des clous rouillés. Oui. Et c'était ready-made. Mais en fait, c'est ce que... Raconte-moi un peu le processus de ce truc aussi, parce que c'est on sent que il y a une filiation entre la nappe sale et le clou rouillé, mais d'où ça vient alors je sais pas vraiment dire. En fait, je pense que c'est un truc qui est ancré en moi depuis toute petite. J'ai toujours aimé ce genre des choses qui ont vécu. Il y a un truc que j'adorais, c'est quand ma mère recevait les sacs poubelles des vêtements des cousins, où j'avais toujours des t-shirts Lacoste, parce que j'ai des cousins qui faisaient du tennis. J'avais toujours des trucs Lacoste ou des trucs un peu de bonne qualité, de super bonne marque, un peu chic comme ça. Et j'adorais récupérer ces vêtements qui avaient vécu, qui étaient limés, qui avaient des trous. J'ai toujours aimé ces vieilles choses. Je sais pas pourquoi, c'est une question de... Il n'y a pas d'explication, c'est juste ma sensibilité. Et depuis toujours, j'ai toujours aimé ça, et j'ai toujours été frustrée aussi de ne pas réussir à l'exploiter, enfin je sais pas, j'ai du mal à exprimer tout ça. Et j'adore les objets ayant beaucoup vécu. J'ai toujours la même tasse en métal. J'ai toujours une petite cuillère en argent que j'ai piquée à ma mère, que j'adore. J'ai des petits objets phares que j'utilise régulièrement, et genre s'il y a un incendie, je me barre avec cette tasse en fer blanc, alors que j'ai un PC, des caméras et plein de trucs, je m'en fous, je veux garder cette tasse. Donc il y a vraiment un truc vraiment de possession, de collection, et je vois ça comme une sorte de Graal, quoi. C'est hyper important, et c'est ce que j'ai mis dans un de mes derniers textes. Parfois je suis dans la rue et je vois un truc et c'est un peu ma nouvelle target, c'est ok, il me le faut. Et il y a vraiment ce côté vraiment pas de prédation, de collection, et j'ai besoin de récupérer ces objets-là, et quand je peux pas les récupérer parce que c'est des poutres ou des gros cailloux, je fais des photos, donc ça me permet d'être un peu
de me calmer un petit peu. Et aussi j'aime bien trouver une utilité à des objets complètement inutiles qui sont censés partir à la poubelle, parce qu'il y a encore moyen, je suis sûre qu'il y a encore moyen. Et comme je veux pas qu'ils finissent à la poubelle ou s'ils sont complètement inutilisables parce que à un moment donné il a fait sa vie, ce pauvre petit objet, ça va se transformer en ready-made ou en œuvre d'art parce que j'ai décidé. Et que moi toute seule j'ai décidé que ce manche à balai serait un ready-made, que ce rouleau de papier thermique serait un ready-made, que ces pièces de monnaie tout abîmées seraient des ready-made, parce que je trouve qu'ils ont un vécu, une histoire, et que on les voit pas, et j'ai envie que les gens le voient. Et en fait il se passe un truc dans mon cerveau, c'est que quand je vois ces genres de choses, il y a une sorte d'excitation incroyable, et j'ai envie de partager cette excitation avec les gens en leur disant regardez comme c'est trop beau. Et oui, c'est une bâche, Pauline. Oui, c'est une pièce usée. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Oui, c'est un jeu de cartes. Oui, ok, c'est super. Et c'est juste que j'ai envie de partager cet enthousiasme avec les gens, en fait. Leur dire que ça peut être cool de regarder son environnement différemment. C'est un peu comme si j'ai envie c'est comme si j'ajoutais un filtre aux yeux des gens. J'ai cette prétention-là en leur disant que, voilà, j'ai envie de montrer autre chose aux gens. Et parfois, je reçois des photos de tas de trucs, des brols dans tous les sens sur Instagram. Des gens qui disent, ah tiens, j'ai pensé à toi. Alors, j'ai toute une collection d'objets pétés, d'échafaudages, de vidéos, de trucs qui volent au vent, de petits objets. Et enfin, c'est des cadeaux que les gens me font, en fait. Et ça, je trouve ça aussi extrêmement, touchant. Oui. Après, je sais pas si c'est lié à nos, c'est sans doute lié à la manière dont sont connectés certains fils dans nos cerveaux, mais comment on peut à un moment être obsédé par ce genre de truc. On en a déjà parlé tous les deux avec tu vois, moi je fais beaucoup de photos de matelas au pipi, des chaises partout, des jantes de bagnole. C'est vrai. Et je sais pas en quoi je trouve ça beau et pourquoi à un moment il faut photographier ça, ou il faut... Bon, moi, je suis pas dans l'appropriation, donc j'ai pas envie de ramener des matelas au pipi chez moi. Pas encore. J'attends d'avoir un grand hangar. Non, mais... Installation. Ouais. Mais par contre, je sais pas d'où ça vient, ce besoin à un moment donné de canaliser. Il y a eu à un moment les parapluies perdus, tu sais, les gens jettent les parapluies par terre. Et je sais pas d'où ça vient, ce truc de je sais pas, de cette obsession de garder des traces de ces choses mortes. Mais oui, on a tous à un moment donné, j'ai l'impression à une certaine mesure, une envie de garder des choses qui sont inutiles. Il y a aussi les gens qui gardent des trucs en se disant un jour il me servira. C'est ma vie, ça. Et c'est et oui, très certainement, mais très certainement que non plus. Et donc des choses qui s'accumulent parfois et qui n'ont pas forcément après, la valeur des choses, c'est très subjectif, mais qui sont là et qui s'entassent et on sait pas quoi en faire. Mais justement, ça vient de là. Et on oublie aussi qu'ils existent parce qu'ils sont dans un tas, un magma avec plein d'autres choses, et ils redeviennent perdus. Ils sont là, reperdus. Mais justement, j'ai eu ça, c'est quand je me suis mis en couple avec Loïc. Moi, j'avais une sorte de mini syndrome de Diogène, donc j'ai cumulé une quantité de trucs. J'avais 8 mètres carrés dans ma chambre, tu pouvais plus circuler dedans parce que je ramassais tout. J'allais en fripe tout le temps, en seconde main. Enfin, bref, ma chambre, c'était juste un énorme magma de trucs. Et quand Loïc est arrivé dans ma vie, il m'a dit, écoute, ce serait peut-être un peu raisonnable de vider tout ça. Ça, tu l'as pas utilisé depuis quand? Ça, tu sais que ça existe encore chez toi? J'étais genre, effectivement, c'est un peu chou. Et quand j'ai commencé mes études artistique, je me suis rendu compte que je pouvais transformer les trucs en œuvres d'art, et je me suis dit, ok, non, c'est pas un brol parmi d'autres brols, c'est un ready-made. C'est une très bonne stratégie. C'est un peu ma parade. Un peu foireuse, mais du coup, voilà, donc si ça peut partir chez des gens ou chez des collectionneurs, vous pouvez acheter mes ready-made. Ouais. Mais moi je trouve que c'est une super bonne stratégie en fait. Ben c'est surtout que ça désacralise en même temps, ça le sacralise, je sais pas trop. Ça le sacralise plus, et donc les gens du coup, ah oui, mais c'est considéré comme un ready-made et donc je dois y faire attention, que si toi tu n'avais pas apporté cette justification ou cette nomination à cet objet, les gens auraient plus tendance à le rejeter ou à... Ouais, complètement. Et donc je trouve que c'est super cool comme petite idée de dire, ah non, tu peux pas jeter parce que c'est un ready-made et t'as la liberté de le faire en plus, c'est ça qui est... Ouais. C'est juste trop bien. Ça me permet de rebondir d'ailleurs, les gars. Vas-y, rebondis. J'ai trouvé ça. Ah oui, ce truc. Des bons de tombola. Non, des tickets numérotés. Alors ça, c'est des tickets que j'ai trouvés en seconde main, donc il n'y a pas tous les tickets, il y en a 799 parce que j'ai du mal à calculer. Oui. C'est une petite histoire sur Insta, elle a récupéré du ticket de 201 à 1000, c'est ça? Ouais. Et elle avait posté sur Insta, cool, je vais pouvoir rencontrer 900 personnes. 999 personnes et leur donner un ticket. Je pourrais donner un ticket à chacune des personnes que je rencontre. Et puis j'ai vite fait le calcul et en fait non, c'est pas 999, c'est voilà. 799. Mais c'est pas grave. Ah non, mais je suis une bille en calcul, quoi. C'est vraiment, j'étais là genre ok, je vais corriger ça tout de suite. Mais
tout le monde m'a dit. Idée géniale, attends, Benjamin, prépare-toi. Je me prépare. Ça défonce. Je me rassois correctement. Ça, c'est le genre d'idée qui me fait frissonner. Mais du coup, il faut faire ça. Il faut Mais le faire. oui, il C'est faut le juste faire. ça, même si c'est absurde. Mais t'en as déjà donné. J'en ai déjà donné. Mais, du coup, Mais il y a on est tellement d'accord, gens c'est des là-dedans. tickets de tombola. Elle va t'expliquer. Ok. Oui, c'est des tickets de tombola C'est ou ça, des hein. tickets de vestiaire ou des tickets Exactement. de je sais pas quoi. Ça peut être des tickets, tu peux t'en servir comme tu veux. Alors, j'ai comme on est toujours- dans un podcast et que c'est pas très visuel, mais on mettra une photo de toute façon, mais c'est des tickets roses avec des chiffres dessus. Et moi, j'ai toujours aimé les tickets avec des chiffres dessus. Donc, dans mon portefeuille, j'ai plein de tickets avec des chiffres dessus. Et quand je vais à la commune et que le gars, il me demande de rendre le ticket pour le jeter, non. Non, je le garde. Non, mais c'est pour savoir combien il y a eu de gens qui sont venus. Non, M'en mais fous, je le garde. Et donc, du coup, je trouve que ces tickets sont très très chouettes. Et donc, c'est pas en complet. Il manque des tickets, ça fatalement. Et ça me fait penser à ce film, La Cité de la Peur. On peut rencontrer 1000 fois une personne, mais pas 1000 personnes en une fois, ou bien c'est l'inverse ou pas quoi. On peut tromper. Tromper, tu peux tromper, c'est ça. Voilà. Mille fois. Une personne. Non, mais- mille. Ah, bref. Une personne 1000 fois et enfin. Non, 1000 fois une. Non, bref, faut arrêter. Et du coup, j'ai trouvé ces tickets et il y a quelques semaines, j'étais au téléphone avec ma petite sœur et on s'est rendu compte qu'on faisait des listes de tout le temps. Mais ça peut être des listes de gens, ça peut être des listes d'objets, ça peut être des listes de sensations cool, ça peut être des listes d'expériences bizarres. Et en fait, on hiérarchise tout ça et on fait des listes tout le temps. Et en discutant, elle m'expliquait que elle créait pas et que c'était très bizarre. Et que je crée moi. Et donc moi j'étais là, non mais c'est très bizarre que tu crées rien en fait. Je comprends pas comment tu fais pour ne pas créer. Elle m'a dit mais je ne comprends pas comment tu fais pour créer. Et je me suis dit ok, on va créer une œuvre d'art ensemble en fait. Donc on a commencé à brainstormer. Et après je crois 3 heures de conversation, parce qu'on discute par tranche de 3 heures, on s'est dit qu'on allait remplir un carnet avec des noms de gens. Donc on a commencé à faire une liste de noms de gens, des noms qui existaient, des gens qui n'existaient pas. Mais ça suffisait pour moi, c'était un peu trop gratuit. Et quelques jours plus tard, je tombe sur ces tickets. Et je me suis dit non mais c'est ça en fait. Il faut que je donne des tickets aux gens et que je marque leur nom dans le carnet. Comme ça justifie l'utilisation des tickets, du carnet, et en même temps, c'est rigolo. Donc il y a 799 tickets et j'aimerais, avant de mourir, de distribuer tous les tickets. Ce qui est possible. Ce qui est possible ou pas. On ne sait pas. On sait pas. Donc tu peux prendre qu'un seul ticket. Il y a des tickets qui ont déjà été distribués, donc il faut que tu vérifies ton ticket. Si tu veux un ticket, il y a juste une condition qui est un peu bof. Donc tu dois me donner tes coordonnées, voilà. Juste ton nom, ton prénom, ton nom dans le sens que tu veux, avec ton numéro. Dans De ce carnet. téléphone? Non, ton numéro de Ah, ok, dossier. d'accord. Je sais pas trop, là, Ton quand même. numéro de téléphone, ton numéro de sécurité sociale. Ok. Groupe sanguin, tout ça. Et donc du Registre coup, national. tu peux choisir ton Mais- ticket. Tu vas rencontrer au moins 798 personnes. Et j'ai des gens qui veulent pas le prendre le Ouais, ticket. c'est ça. Ah, c'est vrai? Et puis, faut un climat particulier, non, pour Il y a des expliquer gens ça. réceptifs, il y a des gens qui sont pas du tout réceptifs. Parfois c'est très compliqué d'expliquer tout parce que t'es obligé Ah ouais. d'expliquer Donc, les en fait- tenants et les aboutissants. Il y a des gens qui sont pas du tout sensibles à ça. Et donc, en fait, ce qui rebute les gens, c'est qu'ils doivent laisser leurs coordonnées. Non, il y en a qui comprennent pas le projet, du coup ça les rebute tout court. Hmm. Il y en a qui trouvent ça débile. Moi, je l'entends tout à fait. Je suis pas, c'est pas du tout. Oui, mais ça n'a aucun intérêt. Bon, du coup, je vais pas avoir un ticket en plus dans mes affaires, ça sert à C'est rien. ça, parce que toi, t'as besoin d'avoir cette espèce d'approbation. Parce que sinon, tu pourrais très bien, tu vois, imagine ici, Benjamin, il veut pas donner son adresse, son numéro de téléphone, mais tu pourrais lui dire, je t'ai rencontré, on a parlé pendant 2 heures, je te donne quand même un ticket. Non, Ça, il y a vraiment cette il faut que démarche tu où aies c'est ce- pas Toi, moi tu veux qui- ta liste à la fin. C'est pas avec- moi qui écris les noms, c'est Ah les ouais, gens qui c'est- écrient dedans d'accord. n'importe comme ils veulent. Donc C'est c'est un une peu page par l'espace. personne. Non, tu peux remplir comme tu veux. Si t'as envie d'écrire ton nom sur la couverture, En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens sont complètement imprévisibles et je sais pas comment ils vont remplir ce carnet. Et je regarde très rarement ce qu'il y a dans ce carnet. Je crois qu'il y a une dizaine de noms maintenant. Mais donc il y a des gens, je sais, qui ont écrit à l'envers, il y en a qui ont écrit dans l'autre sens, il y en a qui ont écrit en très grand, d'autres qui ont écrit tout petit. Et c'est un peu l'espace de liberté des gens, mais voilà, il faut juste le numéro du ticket et ton nom et ton prénom, quoi. Ok. Mais voilà, ça peut être exposé ou pas du tout. Ça se trouve, ça va finir dans les limbes de mes cartons, c'est pas. Et ce que je trouve très chouette, c'est qu'il y en a qui gardent vraiment le ticket, genre hyper précieusement. Il y en a un qui s'est retrouvé sur un téléphone, au dos d'un téléphone. Il y en a qui est justement à la caisse du centre culturel, du bar. Il y en a un que je suis retournée chez des gens qui étaient un peu égarés, genre on s'en fout du ticket. Et ce que je trouve très chouette, c'est que je sais pas ce qu'ils vont devenir, en fait. Est-ce que les gens vont les garder consciencieusement, ou est-ce qu'ils vont juste les négliger, ou est-ce que c'est un rapport avec un objet qui est particulier, c'est juste un ticket. C'est moi qui ai décidé que ce serait une œuvre d'art ou pas, et c'est à vous de voir si vous allez faire en sorte que ça le devienne aussi. Ouais. Et voilà. C'est juste un objet terriblement du quotidien. Et je trouve ça tellement joli. Enfin, je veux dire, c'est un ticket rose avec un numéro. Oui, il y a rien de plus beau. Moi, je pense que je vais l'encadrer. Mais moi, je voulais l'encadrer aussi.
Mais vous faites ce que vous voulez avec. Mais ça pas- fait très trouver plaisir. un petit Ouais. cadre américain, là, tu vois. juste, Ah, mais moi, j'avais même carrément un grand cadre, il est en tout petit au milieu. Comme avec les timbres de cycle. Ouais, Moi, je voulais- ouais. Ah, putain, ce sera trop beau, je me réjouis. Mais c'est ça, c'est l'idée aussi, c'est que les gens ils en font ce qu'ils veulent après. Ouais. Et les gens choisissent leur numéro dans les numéros disponibles. Oui, c'est ça. Mais tu ne peux prendre que le ticket de droite. Tout à fait. Je confonds ma droite et ma gauche. Et donc tu dois vérifier avant parce que le numéro que tout le monde veut c'est le 666. Alors du coup je sais C'était pas si sûr. c'est le premier qui est parti. Mais voilà, moi je vous donne pas plus d'indices, donc c'est à vous de choisir votre ticket entre D'ailleurs, 201 et 1000. Il est parti, le 666? Oui. Il est parti. Ben, voilà. C'est le premier qui est parti. C'est vrai. Ou le 404. Par exemple, moi j'aurais typiquement pris le 404. 404 pages non trouvées. Ah, tu me fais hésiter maintenant. Ou le 1000, juste pour être au tout début. Ou le quoi? Le numéro 1000. Ou Mais il y a pas de numéro 1000. Ça va jusqu'à 999. Ah! Ouah. Il y a le 1000. Personne n'a pris le 1000, tu te rends compte? Le 999, c'est pas mal aussi. Oh, il y a trop de choix. Non, le 1000 est bien parce que Je c'est t'ai le seul à prévenu. 4 chiffres. Ouais. Je t'ai dit de réfléchir avant. Oh là là. Il y a trop de choix. Mais t'es pas obligé de le prendre tout de suite, hein. Faut que je réfléchisse. Bah oui, c'est la course. Il y en a qui prennent vraiment ça spontanément, il y en a qui sont là genre, alors je vais prendre celui-là. Non, je vais pas prendre celui-là. J'ai eu un gars une fois, il a hésité pendant je sais pas combien, mais des plombes. Et je lui ai dit, mais tu choisis quel numéro? Il fait, non mais c'est sérieux Pauline. Faut que je réfléchisse. Je fais, ok d'accord, ça va. Je me suis fait engueuler, je fais, bon ok. Moi, j'ai été Bah, hyper franchement- instinctif le premier. Eh ben, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi compliqué parce que tu m'en avais parlé avant de venir réfléchir un J'ai fait des vidéos, j'ai Et je me suis partagé. dit, mais attends, ça va, je serai là, je prendrai un ticket, c'est pas grave, c'est un ticket. Là, maintenant, je suis devant le fait accompli et c'est très, très, très compliqué. Je vais encore réfléchir. Pas le numéro qui est un pro. Si, je sais pas. Mais c'est tout, c'est un tout. C'est vrai, c'est tout. Vraiment, Ouais, c'est c'est le vrai. fait de partager ce truc-là, c'est le fait de faire en sorte que des gens que je croise qui sont complètement, là justement, j'ai un échantillon hyper large. C'est vraiment, j'ai toujours enfin, au maximum, j'ai pas toujours ces trucs-là sur moi parce que ça prend une place pas possible. Mais j'ai souvent ces objets-là quand je sors ou quand je vais rencontrer quand je vais manger chez les gens notamment. Et voilà, donc j'essaie de faire en sorte d'avoir le plus d'interactions possible, mais ça demande quand même une question de feeling. Je peux pas demander ça à une dame que je croise Ah, un au passant, supermarché ouais, ou tout à un à fait. passant, parce que ça demande du temps d'expliquer, de dire coucou, je ne suis pas folle. Et Je vais réfléchir. Je suis trop, là, je bug complètement. t'as toute ta vie jusqu'à. Mais dis-toi que le 1000 il risque de partir. Là, Ouais, hein, 1000. Et du coup, t'aimerais, Facile, le 1000. tu ne projettes même pas d'en faire quelque chose après, c'est juste que là, t'as cette démarche-là, et d'une certaine manière, advienne que pourra, mais t'as jamais pensé à te dire qu'est-ce que je pourrais faire à un moment donné quand j'atteins un certain nombre de personnes, ou tu te dis Bah déjà quand je meurs, je me pose la question si j'ai liquidé tous mes tickets. juste avant. Déjà. C'est une chose. Non, en fait, dans toute ma pratique, c'est ce que je disais quand on montait le monticule. C'est le processus qui m'intéresse plus que l'objet final, tout le temps. C'est juste ça. Donc en soi, moi je trouve ça intéressant de voir comment les gens s'approprient ces tickets-là. Je garde les talons et le petit carnet parce que je me dis que c'est toujours intéressant. Ça peut être exploité, donc je laisse quand même une porte ouverte à quelque chose de fini. Parce que si on prend au sérieux un jour, il faudra quand même que je puisse dire non, mais si je les archive les gars, je vous assure. Et mais en soi, c'est surtout le processus et c'est un vecteur de rencontre en fait. C'est toujours ce que je disais, je suis une droguée des gens. J'ai besoin de rencontrer de nouvelles personnes tout le temps et c'est juste une excuse. Et je pense aussi que bah voilà, comme beaucoup d'artistes, j'ai un ego qui fait cette taille-là et j'ai envie que les gens m'oublient pas, même sur un ticket rose. Je pense que c'est aussi lié à ça. C'est je fais pas d'enfants pour être éternel, je fais des petites œuvres d'art pour être éternel. Enfin voilà, j'apprends à être ok avec ça, ce qui n'est pas du tout évident. Mais clairement, c'est que j'ai pas envie qu'on m'oublie, j'ai pas envie que c'est juste une manière de marquer les esprits quoi. Sinon, je raconterai pas ma vie sur 4 comptes Instagram et à essayer de rencontrer des gens tout le temps. Ben, transition parfaite. Moi, c'est une des questions que j'allais te poser. Pourquoi tu multiplies tes comptes Instagram plutôt que d'avoir un seul qui rassemble tout? Parce que je raconte beaucoup de conneries et que j'essaie de faire en sorte de pas perdre les gens. Du coup, j'ai envie de parler de mon quotidien. Donc là, Mais est-ce que tu crois que c'est les mêmes personnes? Enfin, que ça pas va? le même public, hein, du tout. Ah ouais? Ah non. Sur tes vidéos, sur tes C'est photos, sur ta complètement- vie privée? C'est complètement... Alors déjà, maintenant, je limite de plus en plus les gens sur mon compte privé. Donc là, je refuse des tas de gens parce que je me rends compte que je suis un peu trop expansif par rapport à ça. Et que c'est pas forcément bien, surtout pour mon cher et tendre. Je parle de lui tout le temps parce qu'il est toujours merveilleux. Donc il m'a fait clairement comprendre qu'à un moment donné, il fallait que je ralentisse. Et donc, je me suis rendu compte que c'était pas chouette.
Et du coup là c'est plutôt des gens plus proches ou des gens que je sens bien et ça peut être cool et qui soient réceptifs à ça. Le compte argentique, donc j'ai que mes photos argentiques, là c'est que mes photos argentiques, j'apprends à faire des séries, j'apprends à avoir une cohérence, j'apprends à avoir une certaine ligne éditoriale. Instagram on le sait, tu tombes sur le profil des gens, tu regardes si c'est joli là tout de suite et puis tu scrolles au fur et à mesure. S'il y a trop de bordel, bah tu perds les gens. Donc là il y a vraiment tout mon travail de photographie argentique. Et puis il y a le compte vidéo où j'ai mes vidéos expérimentales. Alors comme du coup j'y connais rien en vidéo, c'est juste une sorte de carnet de bord de recherche. Et j'ai mon compte de plasticienne qui est un peu au milieu de tout ça. Parfois je envoie les gens sur certains comptes. C'est pour ça que dans la description il y a tous les comptes. Mais j'ai besoin de catégoriser les choses parce que je suis franchement beaucoup trop bordélique et sinon bah, ça n'a pas de sens quoi. Je peux pas parler de mes chats et puis de Loïc et puis de ma tapisserie et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai besoin de multiplier ça. Ça me permet déjà de dégrossir et savoir où je cherche l'information que j'ai mis quelque part. Je sais que telle ou telle vidéo elle est là et donc je peux envoyer quelqu'un que je rencontre vers cette vidéo-là en disant voilà ça c'est toutes mes vidéos, tu vois, tu sais à quoi t'attendre. C'est ta manière à toi de ranger. Ouais. Mais après il y a le risque aussi que c'est des plateformes qui t'appartiennent pas et donc du coup si Instagram ferme demain t'as plus rien. Ouais. Et il y a peu de chance, peu je suis probable. d'accord. Non, mais en fait c'était dans l'idée où tu vois si par exemple tu rassemblais ça sur une je sais pas pauline.com et au moins tu restes maître du contenu. Et Ah mais je suis tout à fait d'accord, c'est simplement que Instagram me permet déjà de savoir qu'est-ce que je mets dans mes portfolios, ce que je mets sur mon site et je les exploite tout le temps pour savoir qu'est-ce que j'ai mis. C'est une sorte de bloc-notes en fait. Plutôt effectivement, ça peut disparaître. Effectivement, Mais justement, c'est c'est Facebook. intéressant. Là, tu vois, comme tu travailles de ce que je comprends en tout cas beaucoup sur la trace des choses, cette recherche entre guillemets d'immortalité, de dire que tu postes ton travail sur quelque chose qui d'une certaine est potentiellement éphémère ou fragile parce que comme on le sait Instagram peut changer les conditions d'accès, de publication du jour au lendemain donc oui il y a ça aussi pour une raison X ou Y Instagram pourrait décider de bannir ton contenu ils ont la liberté de le faire je crois je dis peut-être une grosse bêtise sur mon compte argentique j'ai plein de photos qui ont disparu j'ai été censurée plein de fois parce qu'on voit un bout de peau et des trucs comme ça c'est censuré par un genou de Loïc j'en sais les gars et donc vraiment du coup, moi je trouve ça marrant intéressant que tu postes ça sur une trace qui est justement hyper vaporeuse, c'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre. Après un site web c'est la même chose parce que tu peux héberger ton site web, puis l'hébergeur peut cramer, brûler, exploser, etc. Blackout, fin du monde, collapsologie, tout ça. Non, mais ça j'y ai pas pensé à ça vraiment. Surtout que voilà, l'autre jour il y a quelques mois, j'ai fait ouais super, je suis plus sur Facebook et on m'a dit je raconte ta vie sur Instagram, c'est pareil. C'est pareil. Ouais, c'est vrai. Oui, en fait, c'est totalement pareil parce que maintenant t'as des stories, des machins, donc maintenant t'as la télévision sur Instagram. J'ai remarqué qu'il y a plein de gens qui prennent leur petit déj et qui regardent leur story comme ça. Et c'est une vraie télé. Donc moi je fais ouais, j'ai pas de télé. Oui, mais tu regardes tout le temps YouTube. OK. Je suis faible. Ça je le sais, donc j'essaie un peu. Mais oui, non, je peux pas penser à ce. C'est bien YouTube. Oui, c'est bien YouTube. Ouais, bah du coup, YouTube c'est tellement bien, Instagram aussi que je vois que des trucs que j'ai envie de voir. Je vois rien de bizarre, je vois rien d'étrange, je sors pas de ma zone de confort. Avec le câble, vous pouvez changer de chaîne et tomber sur un reportage sur des petits animaux incroyables ou un truc sur la Seconde Guerre mondiale. Là, j'ai que des trucs. Tu restes bloqué dans ta petite bulle de... Ouais, ça c'est vrai. Alors, j'ai Kaamelott et de l'art contemporain et de la permaculture. Voilà, ça c'est mon algorithme YouTube un peu foireux. Et sur Instagram, c'est que des artistes plasticiens ou des photographes, il y a rien de neuf quoi. C'est très chouette parce que c'est des belles choses que j'ai envie de voir. Mais ça a tendance à se refermer un petit peu. Mais du coup, j'ai plus vraiment d'inspiration en photo. Mais il faut chercher, et c'est ça, je me suis rendu compte qu'on était devenus très feignants, et qu'on est là à ingérer l'information sans la chercher de manière très passive. Et du coup, j'ai décidé de chercher sur Instagram, et ça devient chaud, en fait. Parce que c'est compliqué de savoir quels mots-clés tu mets, il y a des trucs qui sont pas visibles, ça c'est... Donc il faut aller au musée, il faut acheter des livres, il faut rencontrer des gens en vrai. Il faut donner des petits papiers avec des numéros dessus. Voilà. Exactement. Mais donc oui, c'est une plateforme un peu particulière, et non, effectivement, j'ai démarré l'année dernière ma pratique artistique en sortant de l'école. J'ai aussi un gros problème de relation avec l'argent parce que c'est un truc très compliqué pour moi à gérer. Donc du coup, me faire de l'argent pour payer mon site web, bah voilà, je préfère être serveuse que vendre mes pièces, ce qui est complètement absurde. Donc ça se met un peu petit à petit, quoi. C'est ce genre de conversation qu'on a là qui me permettent aussi de processer et d'aller plus loin. Ouais. Ah oui, parce que ça te poserait problème qu'à un moment donné, quelqu'un vienne et te dise je vais t'acheter une pièce autant d'argent. Pour toi, ça a pas de valeur?
Non, monétaire. je sais pas combien. Enfin, Ah oui. le problème, c'est Ah, pour si c'est rebondir au ready-made. Si tu Ouais. veux, t'as l'artiste artisan et puis t'as l'artiste plasticien qui fait ses trucs rapido. Parfois, j'ai ma première tapisserie. Je l'ai commencé en février, je l'ai terminée en juin, juste avant mon jury. Donc j'ai tissé pendant tout ce temps, non-stop. Vraiment, je faisais des journées de 9h, 18h, avec une petite pause déj. Et maintenant, je fais des ready-made. Parfois, je trouve un truc, je fais, oh, c'est marrant, ça. Ok. Voilà. Un rouleau de PQ. T'es une œuvre d'art. C'est génial. Les tickets, ça m'a pris 2 secondes. Mais ça m'a pris beaucoup de temps de processer ce truc-là et de C'est trouver comment l'articuler, comment je fais pour faire payer ça aux gens. Enfin là, j'ai récupéré des clous rouillés pendant le confinement. J'ai passé du temps, tout le confinement, à dérouiller des trucs parce que c'était une activité trop bien. Et combien je vends des clous dérouillés? Est-ce que c'est juste un clou et que du coup je dois calculer le temps de dérouillage, ou est-ce que c'est juste un clou et que du coup faut que j'arrête de déconner? Est-ce que c'est vraiment une œuvre? Enfin voilà, donc c'est assez compliqué. Mes nappes, je les vends combien? Est-ce que je dois payer les gens qui ont fait la nappe? Est-ce que voilà, Non, moi mais ça devrait être l'évaluation de ton travail, c'est tout ça. Bah, à la base, j'ai une formation de tailleur. Donc, je suis artisan tailleur à la base, formée pour ça, couturière. Donc, je sais ce que c'est que de faire une vraie Que t'as veste fait ici en Belgique? Non, en France, à Bordeaux. C'est 80 heures pour faire une veste de tailleur. J'ai pris Marc, c'est 2h50, tu vois, c'est tout torché. Donc je sais ce que c'est que la valeur du temps d'un travail d'un artisan, et que bah, voilà, c'est pas juste un exécutant, c'est quelqu'un aussi qui réfléchit, qui a des valeurs, qui a des questions d'intégrité intellectuelle dans son travail, parce qu'on a parfois tendance à négliger un peu cet aspect-là chez les artisans, et je trouve ça très dommage. Et donc je sais quelle est la valeur des choses, et quand j'étais couturière, je pouvais faire payer les gens en disant voilà, c'est 150 balles parce que tant de temps, tant de matériaux, tant de ci, tant de mi. Puis c'est tout. Là, je fais comment un cahier des charges? C'est des clous rouillés. Est-ce que je dois mettre un timesheet sur chaque... sur un time tracker sur toutes mes pratiques? Est-ce que alors que je suis sous ma douche, dans mon lit, Ouais, c'est ça, un peu en marchant, prenant le bus, sur mon vélo, je pense à plein de trucs tout le temps. Mon cerveau, il tourne constamment. Même quand je mange, je sais. Donc c'est un peu... Donc je sais pas Tu peux pas minuter ton temps de cerveau par rapport à un projet particulier, je crois que c'est impossible. Et je suis incapable, j'ai vraiment ce problème de relation avec l'argent parce que j'ai du mal à gagner de l'argent. J'arrive pas à demander aux gens de l'argent. Je préférerais faire du troc parce que je trouve ça vachement plus cool. Et que si c'est un troc, ça veut dire que t'as quand même une relation avec la personne, qui s'est passé quelque chose et que tu vas te souvenir de ce qui s'est passé. J'ai besoin de mettre de l'affect absolument partout. Alors que l'argent, c'est de l'argent. Moi, ça me fait chier de recevoir 150 balles d'un virement parce que j'ai vendu un truc, quoi. Alors que je dois payer ma retraite. En tant qu'artiste, c'est chaud. Donc j'arrive pas à penser à ça, quoi. C'est très dur. Donc voilà, j'ai du mal à les vendre. J'aimerais bien trouver un galeriste qui soit un requin, qui me dise ok, j'adore ce que tu fais, vas-y. Et qui s'occupe du coup de cette partie-là, et toi ça te décharge. Et je suis vraiment hyper nulle pour ça, quoi. C'est mon cher et tendre quand on est en sortie qui parle de ma pratique, et moi je suis là genre ok, on est allé à une expo incroyable à Bruxelles au Gotha de photos, et je suis tombée sur j'avais vu un photographe que j'admire incroyablement, et je vois que Loïc avec ses gros sabots et son assurance et son bagou il fait hey coucou, ça va, et qui commence à discuter de photos avec lui et qui parle de moi. Je m'en rends compte, le gars il me cherche du regard et je me suis planquée parce que j'étais pas sûre de moi du tout, et j'étais là genre non, je n'existe pas, et j'ai du mal à parler de ma pratique. Ce qui est paradoxal puisqu'on fait un podcast là-dessus. Tout à fait. Ben moi je trouve que tu n'en parles pas si mal que ça. Non, mais après je suis une super bonne, je suis une bonne parleuse aussi. Ça c'est mon super pouvoir. C'était qui le photographe que tu admires? Antonio Jiménez, Okay. que j'ai très mal prononcé probablement. Il y en a plein. Je suis une vraie groupie. Ouais. Toute la sphère bruxelloise de photographie et toute la sphère wallonne est juste incroyable quand tu vois ce qui se passe à Bruxelles, avec les galeries qui ouvrent, avec les événements, avec les librairies indépendantes, etc. C'est très 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 fou, quoi. Ouais. C'est de la photo expérimentale, c'est beau. Oui, il y a une faune assez... il y a la BIP à Liège bientôt. Tout à fait. T'es déjà venu voir? Non. C'est la Biennale internationale de photographie. C'est pas la Biennale de l'image possible? Tout à fait. Ouais. Mais c'est imminent, quoi qu'il arrive. Ouais. Bah donc ce sera l'occasion. T'es jamais venu à Liège? Si, une fois. Ok. Ben, Et voilà. je crois qu'ils ont... ils occupent en partie L'ancien Décathlon. Décathlon. Ouais, c'est ça. C'est Décathlon a déménagé. Avant, il était en plein centre-ville, et donc il y a un plateau immense. Et donc c'est organisé par un centre culturel, enfin en partie par un centre culturel à Liège, qui est super. Qui est super. Super.
qui s'appelle si les Chirous. Ouais. Si t'as l'occasion de passer bientôt, ça vaut le coup. Et par contre, je connais pas le programme. J'ai pas regardé. Pas du tout. Donc je ne sais pas si toute On cette. va chercher, on va regarder. Mais je sais que c'est très complet. Je pense qu'il y a moyen de se faire. Si tu viens une journée, je pense que tu peux te faire une bonne journée aller voir plein de choses différentes. Ils ont une grosse programmation, je pense. Il y a des trucs en off aussi qui sont peut-être plus modestes. Enfin, il y a vraiment plein de choses. C'est toujours le off qu'il faut aller voir dans ce genre de Ouais, truc. toujours. J'ai jamais compris. Je t'avais du coup, faites un festival officiel de off. Et du coup, tu disais que tu étais très mal à l'aise avec l'idée de te faire rémunérer pour ton travail ou en tout cas de vendre certaines pièces. C'est quand même quelque chose que tu as déjà fait ou genre quasi jamais? En tant que consultante, en tant que couturière et en tant que collaboratrice sur des projets, oui. Mais en tant qu'artiste? Non. Non. Attends, je réfléchis. Est-ce que j'ai déjà vendu une pièce? Non. J'ai troqué des pièces. J'ai échangé des photos, j'ai échangé des tissages, j'ai échangé des petites choses. Ça oui. Je les ai échangés, mais ça paye pas à bouffer, quoi. C'est juste que ça m'ajoute des choses à mes collections incroyables. Et je suis contente. Mais ça a pas l'air d'aller. Non, ça va pas du tout. J'hésite entre. Je trouve que le 1000, il est symbolique, mais il est pas très beau. Et il est téléphoné. Ouais, c'est téléphoné. Je pense que je vais prendre la date du jour. Je vais prendre le 915. C'est la deuxième date du jour qui a été sélectionnée. C'est vrai? Ouais. C'est la deuxième Pourquoi méthode. tu me dis ça? Et voilà. Parce que c'est exprès. on est Je l'ai fait exprès. On est reparti. C'était totalement volontaire. Mais après, je sais plus c'est dans quel sens. Ah oui. C'était le mois et le jour ou le jour et le mois. Vous devez repartir à quelle heure? Moi, j'ai pas d'heure, mais. Moi non plus. Pas réellement. Voilà, donc ne te stresse pas, t'as encore quelques minutes si tu veux choisir. Ouais. Demande à ta communauté de Twitter. Ah, j'avais des questions sur Twitter, oui, je t'ai dit. Et alors, c'est une question de Maxime qui dit: la matière a-t-elle son principe en elle-même, immanence, ou tient-elle son existence d'un principe supérieur, transcendance? Qu'est-ce qu'il veut dire en substance? Je pense que ce qu'il faut faire, c'est interpréter ça à notre manière. Donc, tu peux la refaire? L'immanence ou la transcendance? Immanence, je sais pas ce que ça veut dire. Toi, tu sais, Benjamin. Non, transcendance, je peux imaginer à quoi ça peut correspondre, mais j'imagine que c'est l'inverse. Donc, De immanence, transcendance. c'est un nom de groupe de musique, tu vois. Ça, c'est évanescence. Transcendance, c'est quelque chose qui, quand tu te dépasses ton... Non, je dis des bêtises, donc non, je vais pas m'aventurer dans une tentative de définition. Moi, je préfère être très très honnête plutôt que d'avoir l'air maligne, donc je ne... Alors, immanence. Caractère de ce qui est immanent. Oui, d'accord. Super. L'immanence désigne en philosophie et en parlant d'une chose ou d'un être, le caractère de ce qui a son principe en soi-même, par opposition à la transcendance qui indique une cause extérieure et supérieure. Ça nous aide. L'immanence ou la transcendance? Cause intérieure ou cause extérieure? Oui, c'est ça. Genre, est-ce qu'on est, par exemple, influencé par un univers qui décide pour nous? Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Déterminisme et indéterminisme. Quelque chose comme ça. Ou alors on fait nos propres choix, ou c'est l'univers qui fait ses propres choix et qui nous les impose. Tu vois ce que je veux dire? Et donc on doit répondre à ça. Ah ouais, non, c'est chaud. C'était dur, hein? La question suivante, meilleur nom de chien. Foulcan. Ah ouais, c'est bien ça. Mon père m'avait déjà raconté cette blague. Ou Monsieur. J'ai un oncle qui appelait son chien Monsieur. Comme ça, il l'appelait dans la rue. Hey Monsieur. Oh, Ah là, ouais, c'est drôle. Pas mal. Ça c'est bien. Et oui, d'ailleurs, en parlant de tout ça, et puis là, c'est la question que je t'avais posée hier, mais tu y avais déjà répondu. Et c'était un livre qu'on doit absolument lire. Et donc c'est quoi le bouquin Je l'ai pas pris avec moi, Ouais, mais c'est pas grave. On fera une photo, on le mettra dans les notes. C'est une thèse d'un anthropologue qui étudie les restes. Donc c'est un rudologue. C'est la recherche dans l'anthropologie par les déchets et par ce que rejettent les sociétés. Donc ça peut être en Europe, ça peut être en Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Donc ça a été une nouvelle méthode de recherche qui a été mise au point dans les années 80. Et c'est de la poubelle au musée, l'anthropologie des restes. Et il y a plusieurs axes qui sont étudiés dans cette thèse. Ça peut être les gens qui bossaient dans des grosses usines comme au Creusot en France, qui étaient une des plus grosses usines d'Europe, où les ouvriers piquaient un peu des trucs pour fabriquer des objets pour leur quotidien. On appelle ça la bricole. Ça peut être les vides-greniers, comment tu vends quelque chose qui t'a appartenu et pourquoi
justement la question de l'argent, pourquoi tu préfères donner 1 euro à une personne dans cette transaction entre l'ancien propriétaire et le nouveau propriétaire, qu'est-ce qui se passe au moment de cette transaction? La question du deuil, beaucoup. Moi, ça me troubloute beaucoup, le deuil des objets et tout ça. Parfois, ça peut me hanter. L'autre jour, je suis passée devant une chaise que j'ai pas ramassée dans la rue, ça me travaille encore, j'aurais dû la ramasser. C'est aussi la question de qu'est-ce qu'on met au musée. Est-ce que mettre les objets médiévaux, c'est intéressant de mettre ça dans un musée? Alors pourquoi ne pas mettre une poêle à frire ou un caddie ou n'importe quoi? Et c'est juste de l'anthropologie de ce qui reste en fait. Et comment certains artistes se réapproprient ces déchets et comment aussi les nouveaux réalistes avec Armand, César, Niki de Saint-Phal, etc. Ils parlaient justement de la société de consommation et de l'image de l'homme et de pourquoi il y a des monticules après la Seconde Guerre mondiale de déchets. Les déchetteries débordent. Ils avaient jamais vu ça. Il y a du plastique dans tous les sens. On veut des trucs nouveaux, on veut des trucs pratiques. Quel est le reflet de la société par les déchets en fait? Donc c'est pas un roman incroyable avec une fin d'histoire palpitante, c'est juste de la thèse, parce que moi je kiffe plus lire la théorie de l'art, parce que je trouve ça hyper intéressant, que ça me donne des outils aussi. Et c'est juste très facile à lire, c'est super bien écrit, c'est pas un truc trop perché que tu comprends pas. Et il y a plein de notes de bas de page très très chouettes, et tu comprends tout en fait. Et c'est ça que je trouve très chouette, c'est très court aussi, et ça permet de relativiser... pas de relativiser, de remettre en question les déchets et qu'est-ce qu'on jette et quel est l'affect qu'on a avec les objets. Et le quotidien, le foyer, tous ces trucs qu'on utilise tous les jours et qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt, alors qu'au final, sans cuillère, tu fais quoi de ta vie? C'est chaud quand même. Effectivement. Et puis, et c'est lié aussi avec le travail que vous avez avec, c'est pas le travail, le projet que vous avez avec Loïc et d'autres, le projet d'habitat. Oui. Tu m'expliquais un peu la manière dont vous aviez envie de construire les trucs, tout ça. On est aussi fort dans la réutilisation d'objets et tout ça. Ouais, mais ces ressources-là, elles sont toujours utiles, même s'ils n'ont pas leur première, même si c'est là où on appelle ça du réemploi, en fait. C'est que même si ton objet, il est fini, ça peut être une porte, tu peux réutiliser ta porte pour ton nouveau bâtiment, mais tu peux la détourner aussi, tu peux faire plein de choses avec. Pourquoi créer de nouvelles ressources alors qu'on en a? Effectivement, la recherche, c'est fastidieux. La recondition, c'est compliqué. Mais d'un point de vue de mon intégrité, je préfère me faire un peu chier à reconditionner une brique et la remettre dans ma maison plutôt qu'on en apporter une de péta ou schnock et que ça a reconsommé beaucoup trop d'énergie en Inde et que c'est terrible et que, c'est dans quelles conditions que ça a été produit. Donc, ça aussi, c'est une question de valeur, là. Plutôt d'économie, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que à la base, j'ai commencé à réutiliser les choses parce que j'étais fauchée, et c'est devenu un mode de production et un truc hyper important pour moi. Et oui, je trouve que chasser le matériau, c'est hyper excitant. Le reconditionner, c'est trop cool. Et en plus, comme j'ai du mal à faire des choix dans ma vie, ça me contraint au choix en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas moi qui choisis, c'est le hasard, c'est le fait que je me sois promenée dans cette rue et que je sois tombée dessus. La transcendance, on y revient. Voilà. Comme quoi, cette question de Maxime, elle était vraiment super. On va la laisser dans le podcast. C'est obligé. Mais super rapidement, tantôt, on avait cité Rotter, qui a été l'architecte, les architectes responsables de l'abattoir, mais ils sont complètement là-dedans, en partie. Je sais pas s'ils le sont encore énormément, mais ils font plein de choses, justement, en se posant cette question-là. Et surtout le reconditionnement dans la construction. Ils ont leur magasin, là, qui est complètement fou. Où j'ai acheté une lampe anti-explosion. Oh, trop bien. C'est quoi une lampe anti-explosion? C'est apparemment une lampe qui résiste aux explosions. Et donc j'ai une lampe accrochée dehors chez moi. Ma maison explose, mais la lampe sera toujours là. La trace, voilà ce qui reste. Et je crois que c'était une lampe pour des mines ou des bâtiments un peu techniques, dangereux, difficiles. Okay. T'as tous tes humains qui décèdent, sauf ta lampe. Mais la lampe, et en effet, c'est vraiment c'est un tank, quoi. C'est vraiment un truc super solide. Mais oui, ils vendent et c'est super accessible, mais ils se posent beaucoup la question, surtout sur les matériaux de construction, c'est le reconditionnement pour pouvoir vraiment le faire re-rentrer dans le circuit normal, parce qu'il y a toutes ces questions de cahier des charges, de technicité du matériau. Est-ce qu'il a gardé sa résistance? Est-ce qu'il a perdu? Est-ce qu'il a gardé ses propriétés? Est-ce qu'il en a des nouvelles? Et je crois que c'est un des gros challenges, essayer de trouver un moyen de faire basculer les mentalités pour se dire que c'est pas parce qu'une brique est réemployée qu'elle est moins bonne qu'une ancienne. Ça, c'est déjà un travail gigantesque. Et puis aussi, prouver que, je parlais de la brique, mais elle a la même résistance mécanique qu'une brique toute neuve. Oui, bien sûr. Mais dans un des bouquins qu'ils ont sorti, je connais pas le titre par cœur, qui parle justement du réemploi, et au tout début, ils disent que c'est un truc social, en fait. Rotter, le livre de Rotter. Non, qu'en fait, le devoir
apprécier le réemploi, c'est un truc qui est destiné à une classe sociale particulière, à des gens qui sont déconstruits, à des gens qui sont ok avec ça, qui ont le temps, l'espace mental de se poser la question. Et leur but à eux, justement, c'est d'essayer de proposer ça à une autre population en disant, ben voilà, c'est pas parce que ta maison est en fait en matériaux neufs qu'elle est vachement plus cool que si elle est faite en matériaux anciens. Et par inverse, c'est pas quand t'es quelqu'un qui a de l'argent et te dire, voilà, j'ai démonté un monastère pour fabriquer ma maison, c'est complètement idiot aussi. Donc c'est juste qu'ils essaient de proposer autre chose et de faire changer les mentalités avec ce type d'ouvrage. Et ça te donne, toi, des outils pour aller voir les gens dans la vraie vie et dire, ben voilà, regarde, ça c'est cool. Et c'est ça que je trouve intéressant, mais clairement, c'est un truc social, c'est un truc qui est destiné à un type de population, et il faudrait que ce soit accessible à tous, quoi. Faut pas, voilà, moi j'ai commencé par la vie un peu compliquée et pas avoir beaucoup de thunes pour me poser la question du réemploi, et donc du coup de l'écologie, et du cercle court, etc. Mais c'est parce que j'étais confrontée à une manière très 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 première, ok, j'ai besoin de matériaux, j'en ai pas, quoi. Je fais, Et aussi, d'une certaine manière, c'est un truc qui existe depuis super longtemps. Tout ce réseau, on parlait de Rotor, mais ces magasins de matériaux de réemploi, ça existait déjà avant, dans d'autres circuits, dans d'autres formes. Donc il y a déjà toute une espèce de réseau qui existe. Enfin, il y a les brocantes, on peut les observer, c'est des trucs qui existent depuis Mathusalem, mais c'est carrément ça. Et il y en a qui ne consomment que là-dedans pour les petits objets du quotidien. Je parle pas pour les trucs de matériaux, mais il y a tout ce... Mais un autre truc aussi, je te coupe, mais c'est simplement, moi j'ai commencé à aller beaucoup en seconde main il y a très 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 longtemps, j'étais toute petite, et il y avait que des pauvres. Enfin, je dis ça, c'est dit comme ça a l'air un peu violent, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais dans un cadre safe, donc je me permets de parler comme ça. La seconde main, c'est que pour les pauvres. J'allais chez Emmaüs en France et t'avais que des gens, tu voyais clairement qui galéraient. Et nous, on galérait à peu près, mais ça allait. Puis après, c'est devenu un truc cool que je trouvais ça chouette. Et donc, j'étais la petite nana avec un peu de thunes pour aller chez H&M. Bah non, j'avais envie d'aller en seconde main. Et donc, clairement, ça a commencé à changer. Et puis, je me suis rendu compte que toutes les pièces que j'achetais en seconde main, il y avait tous les hipsters comme moi qui allaient aussi en seconde main. Donc, j'avais moins de matières premières, j'avais moins tout ce truc crinque pour moi toute seule. Donc, c'est devenu un effet de mode. Et finalement, les fripes ont augmenté de prix. Et donc, les gens qui n'ont pas les moyens, aller dans les fripes, c'est compliqué. Et donc, il y a plein de la gentrification de la fripe. C'est exactement ce que j'allais dire. La gentrification de la fripe. Non, mais ouais, complètement. Mais ça, du coup, autre problème. Du coup, comment une économie plutôt saine et bienveillante peut être réappropriée par un autre circuit et du coup perdre un peu son identité, quoi. Et donc gentrification de la friperie, quoi. Ouais, quand tu vois Urban Outfitters qui vendent des fripouilles, tu sais pas vraiment si c'est de la fripe. Quand tu vois quoi? Urban Outfitters qui vendent des fripes, qui vendent des tu vois les applications Vinted, la réponse à ça, elle a été industrialisée et c'est Primark, quoi. Les trucs que tu trouves chez Primark à 1 euro. C'est parce que, les gens qui ont moins les moyens vont acheter leurs trucs là-bas. Et du coup, tu penserais que Primark serait une réponse à la gentrification de la friperie? Exactement. Non, mais là. C'est pas une réponse, c'est un effet qui s'est passé. Un effet. Ah ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. Puisque maintenant en friperie, tu trouves des trucs plus chers que si t'allais chez Primark et que t'as un truc soi-disant neuf. Tout à fait. Les gens vont chez Primark. Mais t'as 4 gosses, t'es précaire, t'as le temps d'aller faire la fripe? Bah non, c'est ça, tu vas chez Primark. Ouais, tu sais très bien ce qu'ils ont, tu peux aller sur leur site web et depuis chez toi, avec tes gamins, tu peux commander ton truc. C'est pratique, donc toujours cette praticité, cette rapidité, cette efficacité. Et au final, comme nous, on est en Europe et on voit pas tout ce qui se passe là-bas, on se pose pas de questions. C'est ça. Mais j'aime beaucoup ce terme gentrification de la friperie. De la fripe. De la fripe, pardon. Mais oui, mais c'est vrai, complètement. Ce sera le titre du podcast. Et comme Rotor est super, mais c'est vrai que l'accès les matériaux qu'ils vendent sur leur shop en ligne, c'est des choses qui sont quand même plutôt onéreuses, quoi. Je veux dire. Ouais, mais t'es déjà allé chez Rotor? Non, jamais, j'ai jamais fait ça. Alors quand tu rentres, tu as une espèce de spot comme ça, et en fait il y a un endroit où ils posent les matières premières qui arrivent, et t'as des gars qui nettoient. Mais c'est chiant à nettoyer, et il faut le transporter tes trucs pour les nettoyer. Et ensuite t'as un autre spot où ils nettoient vraiment très 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 bien les matériaux, ils les reconditionnent, ils les réparent, ça aussi ça coûte de l'argent. Du coup, Loïc il a fait son mémoire justement sur l'accès au logement, il a fait tout son projet de fin d'études sur le réemploi, les circuits courts, etc. Parce que moi je lui dis ouais mais chez Rotor ils abusent, c'est vachement cher. Il me dit mais tu les payes combien les gens qui font ça? Donc au final oui c'est cher, mais c'est comme tout au final. Si tu veux une belle fringue qui tienne la route pendant plusieurs années, tu dois faire appel à un artisan qui fasse bien les trucs. Et après, si tu veux acquérir ce genre d'objet par facilité, tu vas chez Rotor. Après, si t'as du temps pour aller en week-end, démonter des immeubles pour aller récupérer tes trucs, oui, ça va te coûter que dalle.
Et donc du coup, c'est la question de l'accessibilité de ce genre de ressources, du coup. Non, bien sûr. Après, t'as différents, Rotor et c'est Rotor, donc ça se trouve, il y a sûrement des endroits un peu moins chers ou. J'en suis sûr, mais ils ont aussi ils ont une application qui est une espèce de répertoire / inventaire de tous les endroits où on peut trouver des matériaux de réemploi. Et c'est un nom un peu chelou. In Limbo? Je sais pas du tout. C'est un autre truc, In Limbo, qui vient d'ouvrir, c'est via Toastams qu'ils ont fait ça. C'est tout ce qui est, si t'as besoin de matières premières un peu moins, utilitaires tout de suite, c'est plutôt des bâches ou des bouts de mousse ou des bouts de trucs. C'est vraiment ce que Rotor peut pas reconditionner. Je sais pas si c'est parce que Rotor ne peut pas conditionner, si c'est un autre truc à part, je sais pas. Mais c'est encore un autre truc de circuit court. Quand tu vois Toastent qui s'occupe de squatter des nouveaux endroits et de faire des programmes culturels et sociaux, c'est génial. On a vraiment besoin de ça, quoi. Donc c'est possible. Mais ça reste très flamand, je trouve. Ouais. Ça me manque. Nous on est à Bruxelles. Enfin moi je suis à Bruxelles, du coup moi je vois ça aussi. Il y a vraiment ce côté-là. Et puis en Flandre, t'as vraiment cette dynamique-là qui est un peu plus. C'est cool. Ouais, à fond. Et ce que tu dis, c'est réemploi de matériaux aussi, mais parfois réemploi de lieux, parce qu'il y a des lieux qui ont perdu leur utilité. On pourrait parler de Liège ou Grès, tout ce no man's land laissé par ArcelorMittal, mais comment on peut réemployer ou réutiliser ou se réapproprier des espaces industriels, genre on est en plein là-dedans, mais à Saint-Léonard c'est ça, plein de petits ateliers d'industrie qui sont d'origine de l'industrie, et du coup maintenant ils sont en train d'être réappropriés par des gens, et comment on réutilise les lieux et tout ça. L'abattoir c'est exact, enfin je le présente comme du réemploi d'une certaine manière. C'était un abattoir qui a dû, je connais pas l'historique, mais non. Il a dû fermer ou quelque chose comme ça, et on a dû trouver un moyen de réemployer le lieu pour en faire quelque chose d'autre. Et mais du coup, est-ce qu'on ne peut pas fuir la gentrification? Est-ce qu'on est obligé de passer par ce stade-là? Parce que si tu commences à réutiliser des endroits, à te réhabiter, souvent les artistes qui se pointent là, t'as des artistes fauchés, t'as des artistes qui ont un peu plus de thunes, des gens qui trouvent ça juste cool, donc ils s'installent parce qu'ils sont cool et qu'ils ont un peu de thunes pour s'installer là, et qu'ils ont le confort de l'argent. Mais t'as des gens qui galèrent à fond et qui veulent. Donc je crois que oui, la question de la gentrification c'est hyper touchy, quoi. Enfin moi je suis pas du tout sociologue et je suis pas du tout à l'aise avec cette question-là parce que je la maîtrise pas du tout. Mais oui, les friches industrielles, voilà, nous on est, mon atelier c'est dans la Green Fabric, c'est une ASBL qui a, via la commune de Forêt, installé des ateliers d'artistes dans un immeuble qui était insalubre, qui était habité jusqu'en 2017, je crois. Et quand je vois dans les tags, j'ose pas imaginer la vie des gens qui étaient dedans. C'est parce que même moi, je trouve que j'ai un seuil de tolérance absolument monstrueux. Et là, j'étais là, non mais tu peux pas faire vivre une famille là-dedans. Si, il y a des familles qui vivaient là-dedans. Et ça a été réutilisé en tant que le endroit pour atelier d'artistes. Donc on est là, et là, le public, on inclut vraiment les gens, on a des ateliers de loisirs créatifs, parce que avant je dénigrais totalement le loisir créatif. Maintenant je me rends compte que les gens font, et en fait faire c'est trop bien, on en revient à ça. Donc maintenant je suis moins élitiste et moins une horrible personne en disant oui les arts créatifs c'est un peu moche. Bah non, en fait c'est des gens qui font des trucs, vas-y toi aussi fais des choses. Donc on est là, moi en tant qu'artiste je donne des workshops avec une visée écologique, de réemploi, et avec des gens qui sont du coin. Les workshops sont pas très chers. On essaie de mélanger les populations, donc t'as des gens qui sont un peu plus hipsters, et puis t'as des gens qui sont complètement pauvres, et t'as des gens qui sont un peu moins pauvres, t'as des gens qui sont très très riches, t'as des gens qui sont pas du coin, il y a des gens qui sont belgo-belges depuis des... Donc il y a une sorte de mélange. Parfois j'ai des workshops avec des gens qui n'ont absolument rien à voir entre eux, mais on est dans ce quartier-là vraiment à la jonction de plusieurs quartiers. T'as le Wills pas très loin, t'as la place Saint-Denis qui, il y a encore quelques années, c'était un peu chaud. Et donc, on est vraiment à l'épicentre d'un truc qui regroupe différentes populations. Et ça, c'est trop, trop, trop bien. Et, voilà. Est-ce que on peut éviter la gentrification? Ou est-ce que c'est quelque chose, il faut que vous invitiez un sociologue, les gars. Ouais, on va faire ça. Prochaine fois. Sociologue, et on va parler de gentrification. La gentrification de la gentrification. Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a déjà écrit quelque chose qui devait ressembler à ça. Il y a un bouquin qui s'appelle La sociologie urbaine qui parle de ça. Tout petit livre. Ah oui. Qui est plutôt intéressant. Ok. Que j'ai dû lire pendant mes études. D'architecture. Ah, où ça? À Lambert-Lombard. C'était une école d'architecture, mais qui a fusionné avec l'université maintenant. C'est devenu la faculté d'architecture de l'université de Liège. Du coup, comme plein d'architectes qui ont fait des études d'architecte, tu n'es plus architecte? Plein, je sais pas, mais oui. En tout cas, oui, je ne suis plus architecte, ouais. Donc voilà. Études super, par contre, faites des études d'architecture. J'ai fait 1 an, moi. C'est carrément super. C'était cool, hein, c'était super. Mais... Non, c'est des super études, je pense vraiment. Pendant cette année-là, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était du graphisme, et donc j'ai arrêté l'archi, j'ai fait du graphisme. Mais c'est vrai que au-delà de ça, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des études d'architecture et puis qui très rapidement se réorientent vers d'autres choses.
pas forcément parce qu'ils ont pas envie de faire leur stage ou pas envie d'être architecte, mais parce que c'est des vie. études qui ont tendance à ouvrir les choses de manière très très large. Et donc on peut vite aller commencer à bidouiller à droite à gauche. Et je pense que c'est une des raisons en fait pour lesquelles plus qu'un rejet du métier d'architecte, qui est un métier genre hyper compliqué, on pourrait. Oui, et en fait, au final, tu fais 5 ans d'études et t'as vraiment une position hyper ingrate, quoi. Tu bosses des heures incroyables, t'es taxé comme un porc et tu galères, quoi. Enfin, avec mon copain, en tant que serveuse, j'étais mieux payée que lui. Alors qu'il a fait 5 ans d'études. Moi, je vends des gâteaux, hein. C'est pas... Bah, c'est super de vendre des gâteaux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est quand même dingue de voir qu'un architecte a autant de responsabilités, t'as des assurances, ton bâtiment il s'écroule, l'entrepreneur il a foiré un truc, c'est pas l'entrepreneur qui aura des problèmes, c'est l'architecte. Alors des architectes n'aident pas du tout les architectes, et donc t'as vraiment une vision très fantasmée. C'est comme un stylisme. Études d'architecture et stylisme, c'est pareil. T'as vraiment les star-architectes, t'as les stylistes stars qui font des trucs incroyables, des maisons de fous, on mélange artisanat, art, pop culture, c'est super, etc., concept. Et au final, bah voilà, tu vas signer des plans et faire des PV toute ta journée, quoi. Et t'es payé une misère, alors que t'as fait plein d'études, c'est super mal foutu. Aussi, moi je trouve que c'est souvent dénigré l'architecte domestique, comme on dit, qui fait de l'architecture unifamiliale, ordinaire. Mais je trouve que moi, il y a je parlais pas de ça, hein. Oui, je sais bien, mais justement, comme tu dis, tu vois, il y a cette star architecte qui fait des tours à New York, qui fait le musée Guggenheim ou des choses comme ça, où c'est très fantasmé. Il y a eu cette vidéo de Franck Gehry qui fait une boulette de papier, qui la jette. Elle est hyper connue, cette vidéo, c'est complètement fou. Et il y a cette vision fantasmée de l'architecture. Et puis après, il y a tous ces gens qui essayent de travailler main dans la main avec des familles pour essayer de construire leur maison. Moi, je trouve ça juste dingue. J'ai ma compagne qui fait ce métier-là, elle le fait super bien, et c'est un métier où on doit avoir énormément d'empathie. Tu rentres dans le foyer des gens. C'est super dur. Et lien parfait avec tes nappes. Il y a un peu de ça, c'est pouvoir réussir à observer leur manière de vie qui n'est pas forcément la sienne, et parfois super éloignée, parce qu'on a tous des petites habitudes, et réussir à leur construire le petit cocon dans lequel ils vont pouvoir faire ça. C'est d'une complexité infinie, et c'est souvent une partie du travail qui est négligée ou mise sur le côté, parce que toute la partie administrative, les permis, les trucs, la responsabilité, comme t'en parlais, la responsabilité décennale, les protocoles lors des architectes, ça prend un temps de dingue, alors qu'ils devraient vraiment se concentrer sur cette partie-là, essayer de comprendre un petit peu comment vivent les gens, et c'est un travail de recherche. Enfin, moi, c'est un travail de recherche quasi une pratique artistique, comme tu fais avec tes nappes, quoi. C'est de l'anthropologie, de la sociologie, de l'observation. Oui. Pourquoi ta cuisine, elle est petite? Pourquoi tu vas faire une grande cuisine parce qu'elle adore cuisiner? Est-ce que tu vas faire une cuisine fermée, une cuisine ouverte? Est-ce que tu fais des petites chambres parce que tu veux des espaces de vie communs? C'est vraiment ces questions-là qu'on me pose pas vraiment. Et effectivement, je trouve que c'est la partie la plus intéressante. Si je pouvais être architecte, je serais là en consultant de vie familiale, tu vois. Et oui, pourquoi tel matériau? Pourquoi t'as telle surface? Parce que c'est facile à nettoyer ou parce que ça, et c'est ça le plus important. C'est vraiment être en lien avec l'humain. Et de connaître ses habitudes et de se dire ok, ça m'intéresse, ta vie m'intéresse, je vais te faire une maison pour toi. Et c'est là où, enfin, moi je trouve que les architectes sont plus importants. Et enfin voilà, moi les grands bâtiments, ça me fait pas franchement fantasmer. Et c'est plutôt ces petites maisons. Pourquoi les cellules sont comme ça? Pourquoi ça s'articule comme ça? Et j'ai vu un projet d'un Sud-américain, parce que je sais plus quel pays, donc je vais pas dire de bêtises. Et il avait construit des espèces de maisons en béton. Donc c'était une sorte de L comme ça, et puis t'avais un autre L inversé, et donc tu pouvais construire dans le vide, et tu pouvais fusionner deux maisons, et donc les gens pouvaient être soit dans leur foyer tout seuls, soit se mettre avec les voisins pour créer une cellule commune. Rien que ça, c'est génial. C'est fou. Et ça fonctionne. C'est pas du tout sur le papier, parce que je me suis dit, ouais, ok, c'est fantasmé ça. Et ça fonctionne trop bien. T'as vraiment mais entre humains, il faut qu'on se rende compte dès qu'on fasse des trucs, quoi. Voilà. Je pense que c'est une conclusion parfaite. Carrément parfaite. Ben voilà. Pauline, merci beaucoup encore. Ouais, merci. C'était fou. Et quand vous voulez. Ben là, on a 2 heures de podcast, donc je sais pas si je fais 2 épisodes d'1 heure ou si peut-être qu'on va couper des trucs parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu trop private joke ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment super. Ça va être un format complètement différent parce que quand j'écoutais, tu vois, t'as la nature autour et tout ça, donc c'est vraiment c'est le premier épisode, c'est l'épisode 20 en fait de Amour Chips qui, je sais pas, est-ce que ça entame une nouvelle ère, le monde d'après de Amour, Gloire et Chips. Ah oui. Mais en tout cas là, ça change radicalement en termes de son de ce qu'on a entendu avant. Donc, le numéro 20 après le Covid-19. C'est ça, ouais. Après le 19. Ouais. Et vraie question du coup, si le podcast sort, si j'ai une exposition, je peux exposer la nappe et avoir le podcast à côté. Mais bien sûr. Ça serait pas mal. Ouais.
évidemment. Mais le podcast va sortir. Et bah du coup, on va faire l'exposition et on va mettre les deux ensemble, ça serait pas mal. C'est génial. Moi, ça me dit. Très bien. Super. Tout se met bien. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que les bruits ambiants n'ont pas trop perturbé l'écoute, mais bon, rassurez-vous, les prochains épisodes seront enregistrés de manière plus traditionnelle, on va dire. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les liens de toutes les choses dont on a parlé, les livres, les références, dans la description du podcast. Et puis, voilà, si vous venez de découvrir Amour, Gloire et Chips avec cet épisode, vous en avez encore 19 autres à rattraper, donc n'hésitez pas. Dans la description de ce podcast, mais aussi sur notre site internet amourchips.com, vous retrouverez le lien de notre Patreon. Donc si d'aventure ce qu'on fait ici ou ailleurs vous plaît et que vous voulez nous soutenir avec quelques donats, dans la description de ce podcast et aussi sur notre site internet amourchips.com, vous retrouverez le lien de notre Patreon. Donc si d'aventure ce qu'on fait ici ou ailleurs vous plaît et que vous voulez nous soutenir avec quelques dollars, n'hésitez pas. Donc voilà, on se retrouve dans un prochain épisode très bientôt. Et peut-être même plus vite que prévu, puisqu'on a des choses un peu inédites qui arrivent. Voilà. Donc on se tient au courant via toutes les plateformes du monde. Merci beaucoup et à très bientôt.